Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois de nôtres pour ce JDS, rendez-vous de dimanche, journal du dimanche au soir, qui sera aujourd'hui marqué par la journée nationale du paysan, JNP. Plus de 400 producteurs présents à cette 22e édition tenue hier à Manga. Le traditionnel face-à-face avec le chef de l'État a eu lieu. Nous y reviendrons dans la page économie de ce JDS avec David Nana. Et redevance de droits d'auteur. Le BBDA, en tant que bureau burkinabé du droit d'auteur, poursuit la sensibilisation des utilisateurs d'œuvres dans leur espace de travail afin de se conformer à leur paiement. Transporteurs, promoteurs de cliniques et cabinets médicaux ont été récemment ciblés. On en parlera avec Célestine Traoré-Nessou, directrice de réseau clientèle au BBDA. Et enfin sport, Super League, retour sur le projet de compétition privée porté par 12 grands clubs dissidents qui a fortement entamé le football européen avant de vaciller. Entre défection et sanctions, que retenir de ce projet mort-né pour certains? Décryptage avec Claude Romba et on s'intéressera aussi au championnat national. C'est l'essentiel des sujets qui seront abordés dans ce journal du dimanche au soir. La première rubrique, c'est celle économie. Nous l'annoncions en titre, les acteurs du monde rural étaient réunis à Manga hier samedi 24 avril à l'occasion de la 22e journée nationale du paysan, rencontre dont l'ouverture a été présidée par le président du Faso Roch Kaboré. 87 acteurs du monde paysan ont été distingués dans l'ordre du mérite du développement rural lors de cette cérémonie. Le détail nous est donné par Mamé Triana Kamambou. C'est à Manga, dans la région du Centre-Sud, que s'est tenue la 22e édition de la Journée nationale du paysan. Une édition placée sous le thème « Impact socio-économique des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural. Quelle stratégie de résilience ?» Ce thème a été examiné de façon participative et dans le respect des mesures barrières dans les forats régionaux tenus sur l'ensemble des terres régions du pays, puis en atelier sectoriel et enfin dans le forum national. Les recommandations et propositions de solutions issues de ces échanges nationaux qui vous seront présentées aujourd'hui viennent donc conforter les actions urgentes déjà entreprises sous votre leadership. Longtemps confrontés aux effets du changement climatique, les acteurs du monde rural font de nos jours face aux crises sécuritaires et sanitaires. Ces multiples menaces affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des acteurs du monde rural. L'occasion pour les partenaires techniques et financiers de réitérer leur engagement à soutenir ces populations. Face à cette situation, les partenaires techniques et financiers du secteur de production agro-silvopastorale réitèrent leur engagement à apporter le soutien nécessaire au gouvernement et au monde rural pour l'élaboration de la mise en œuvre de stratégies appropriées et efficaces à même de renforcer la résilience des ménages ruraux durement affectés par les crises sécuritaires et alimentaires. Pour ce faire, le triple nexus humanitaire développement-paix devra être promu afin que les projets et programmes de développement puissent, dans leur conception et mise en œuvre, aller au-delà des actions et outils de développement et intégrer les aspects humanitaires afin d'assurer le relèvement des populations après crise et promouvoir la paix. Cette célébration a été aussi l'occasion de reconnaître les mérites de producteurs burkinabés à travers des distinctions honorifiques. Pour l'édition 2021, 87 récipiendaires ont reçu la reconnaissance de la nation. JNP, Journée nationale du paysan, qui nous met donc de plein pied dans cette page économie. Et comme il est de coutume, je reçois en ce moment-là donc David Nana. Bonsoir, merci d'être là, David. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir d'être là. Un véritable plaisir. Et puis le reportage qu'on vient de suivre, qui montre donc une JNP qui s'est bien tenue. On avait le président du Faso qui était un peu plus tôt en journée ailleurs, mais il a pu présider l'ouverture de cette journée très importante. Mais le fait que ça se tienne déjà, c'est quelque chose.
chose. Beaucoup, d'ailleurs, je vais dire, parce qu'il faut rappeler que c'était prévu pour le 23, finalement le 24. Ça veut dire que c'est quand même un rendez-vous qui tient à cœur les autorités. Et vous l'avez si bien dit, le président, en fonction de son calendrier, n'étant pas disponible, mais il a tout fait pour être là. C'est déjà essentiel que ce rendez-vous puisse avoir lieu, parce que le monde paysan, pour parler du monde agricole de façon générale, c'est 80% des ressources humaines de notre pays, et puis c'est une contribution d'à peu près 35% au PIB. Donc il était important, quand bien même il y a cette situation sécuritaire, qui puisse encore être ajoutée à cette situation sanitaire, il était important quand même que ce rendez-vous puisse se tenir pour également marquer un signe fort pour montrer combien il est important de pouvoir s'intéresser à cette tranche de la population-là qui du reste est assez considérable pour notre pays. Vous faites bien de le dire, vous parlez de la réalité actuelle qui impacte fortement le secteur, à savoir la réalité sanitaire et aussi celle sécuritaire. Et c'est d'ailleurs la thématique qui a été retenue pour cette année en termes de résilience. On va dire que ça tombe vraiment à point nommé. Bien sûr, et c'est comme le ministre l'a dit tout à l'heure dans le reportage, c'est assez actuel, c'est vraiment contextuel, ça va avec. Et comment justement face à ces différents obstacles-là, on peut créer une certaine résilience vis-à-vis de ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est pas seulement le Burkina, mais c'est encore plus sérieux pour nous, parce que en plus de la situation sécuritaire, nous avons en plus de la situation sanitaire, on a la sécurité et la situation sécuritaire qui s'impose à nous. Alors donc c'est comment, malgré cela, réussir à faire face et puis quand même à réussir à donner les résultats, notamment en termes de rendement de la productivité agricole. On reste toujours sur ce sujet donc de cette journée nationale du paysan, 22e édition, il faut le préciser. Il y a ce moment qui est traditionnel, celui des échanges entre le président du Faso et notamment ses paysans. Je m'en vais d'ailleurs vous proposer ce reportage qui retrace ces échanges et puis les préoccupations évidemment du monde paysan qui ont été posées. C'est le plus grand moment de la 22e édition de la Journée nationale du paysan. Ce tête-à-tête entre le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré et les producteurs. Un échange qui a duré plus de 5 heures auquel a pris part 400 délégués de producteurs venus des 13 régions du pays. Tour à tour, chaque délégué de région a fait des recommandations au président du Faso pour améliorer la production agro-silvopastorale, halieutique et faunique. Il s'agit entre autres de l'aménagement de barrages et de la transformation des produits agricoles. La principale recommandation, comme vous le savez, nous sommes dans une situation de crise sécuritaire, c'était de travailler à sécuriser véritablement les exploitations agro-silvopastorales et phoniques et mettre en place un certain nombre de mesures incitatives pour que les personnes déplacées internes puissent vraiment retrouver leur localité d'origine. Et également, nous avons parlé également de la campagne de la centrale d'achat de matériel et intrants agricoles, où on a demandé à ce que l'autorité puisse quand même faire un apport en termes de financement pour que nous puissions mettre en œuvre vraiment cette caïma. Ce qui inquiète le plus les producteurs, c'est la question de la sécurisation des terres. Les activités d'orpaillage et celles des sociétés immobilières occupent les espaces cultivables. C'était l'orpaillage, mais aujourd'hui ce sont les promoteurs immobiliers. Tout autour des grandes villes, vous ne trouvez plus un espace dans lequel effectivement on peut travailler et faire de l'agriculture périurbaine. Ça veut dire que dans certaines années, on ne pourra pas même pas avoir des légumes dans nos propres villes, à côté de nos propres villes, et on serait obligé d'aller importer ces légumes ailleurs. De plus en plus, on dit qu'il faut amener les jeunes à l'agriculture. S'ils n'ont pas de terreau, ils vont aller s'implanter. Ce n'est pas au désert qu'ils vont aller s'implanter. Aux préoccupations des producteurs, les différents ministres sectoriels ont apporté des éléments de réponse. Le président du Faso, quant à lui, a rassuré les producteurs que des réformes sont déjà engagées afin d'assainir le domaine foncier. Les préoccupations sur le foncier rural que vous avez, ce sont nos préoccupations également. Ce sont des préoccupations essentielles. Mais tout ça aussi, c'est la même histoire. C'est l'histoire de la course derrière des petits moyens qu'on va remettre à des gens. Un certain nombre de textes ont permis de contourner ce qui est essentiel dans la loi et nous a amenés dans une situation que nous sommes obligés de ramener dans l'ordre normal des choses. Même si ça va amener des grincements de dents, on sera obligé d'assumer cette mission.
Autre problème soulevé au cours des échanges, c'est le taux d'intérêt appliqué aux prêts par la Banque agricole du Burkina Faso. Un taux de 12% jugé trop élevé par les producteurs. Mais le gouvernement propose une alternative. Il s'agit du Fonds de développement agricole. Par rapport à la Banque agricole du Faso, il y a un fonds de développement agricole qui a été mis dans ce fonds pour permettre aux producteurs de pouvoir avoir des financements avec des taux d'intérêt qui ne sont pas énormes, c'est-à-dire 5%. Donc c'est pour dire que dans cette dynamique, nous sommes en train de travailler à ce que ce fonds puisse être abondé pour avoir plus de fonds et pouvoir permettre aux producteurs de pouvoir avoir les financements qu'il faut afin de vraiment d'investir dans l'agriculture et que cette agriculture-là puisse apporter des revenus non seulement pour les producteurs, mais pouvoir constituer un moteur de la croissance au niveau du Burkina Faso. Cette rencontre a également permis de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la 21e édition de la Journée nationale du paysan tenue en 2019 à Gawa. La mise en œuvre des 13 recommandations est jugée satisfaisante. Cela s'est concrétisé par l'aménagement des terres cultivables au profit des personnes déplacées internes, l'octroi d'intrants aux cultivateurs et l'amélioration du processus de mécanisation par une dotation de 1000 tracteurs aux paysans. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec David Nana, beau reportage que nous proposait Abdoulrahim Niénié, très intéressant. Et puis c'est sans langue de bois que donc les paysans posent les problèmes qui sont les leurs. Bon, je prends pêle-mêle comme ça, la question de la sécurité, la question de la promotion immobilière, de leur paillage, qui leur pose énormément de problèmes. Et on entend aussi le président du Faso qui dit on va prendre un certain nombre de mesures. Il y aura peut-être des grincements dedans, mais il faudra le faire. Quand on écoute ce discours, qu'est-ce qu'on se dit? D'abord, il y a une première chose qu'il faut voir, le discours, je vais dire les échanges directs avec le président, parce que comme dit certains dictons, votre mal, vous le vendez au premier responsable, plus les mesures sont idoines et rapides. Donc déjà échanger directement avec le chef de l'État, c'est aussi répondre aussi au principe du développement participatif, c'est-à-dire que finalement tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Donc si on nous associe dans le processus de développement, on pourra mieux prendre en compte nos préoccupations. Donc il y a déjà ça que moi je salue déjà. Et puis aussi de notre côté aussi, effectivement il y a cette volonté manifeste de faire quelque chose pour cette grande partie de notre population qui du reste travaille énormément pour la sécurité alimentaire de notre pays. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas toute la productivité agricole qui est vendue. Il y a une bonne partie qui sert à la nourriture locale, donc qui se retrouve dans nos mains à la maison. Donc voir des engagements pris comme ça de la part du chef de l'État, parce que le monde agricole c'est vrai, c'est une productivité assez intéressante pour la sécurité alimentaire, mais en même temps aussi c'est délicat parce qu'il y a trop de contraintes dans ce milieu-là, si bien qu'il faut vraiment un engagement et une volonté ferme, comme il l'a si bien dit. On espère qu'avec ces engagements qui ont été proposés pour cette édition, cette 22e édition, il y aura des choses qui seront faites, comme on a pu le constater aussi avec les engagements qui ont été pris à la 21e édition, il y en avait 13. Voilà, 13 et finalement, le rapport qu'on a pu voir en ce qui concerne l'état des lieux de ces engagements, il est assez satisfaisant, même si certains ne sont pas totalement accomplis. C'est déjà quelque chose que de pouvoir faire un pas. Et puis, pour moi, un point aussi qui est assez intéressant, c'est la question de l'accès au crédit et puis évidemment la capacité que vous avez à pouvoir le rembourser. Et ça met en exergue la question du taux. On parle d'un taux de 12%, c'est quand même élevé pour une banque agricole qui se veut donc celle qui accompagne un secteur dont on connaît un peu les réalités. Et ils font bien de poser le problème. Oui, c'est vrai que tout de suite on a proposé une alternative comme le fonds, mais vous savez bien que comme moi que le fonds ça peut pas servir à tout le monde ne peut pas avoir accès au fonds. Donc c'est vraiment, ça sera une partie du problème qui sera résolu, mais aussi il faut qu'on arrive dans nos États à trouver le mécanisme. C'est vrai, c'est délicat le monde agricole parce que le risque il est assez élevé, parce que la garantie n'est pas, on peut pas mener des études comment on appelle ça sur le futur de façon exacte à 100% parce qu'il y a trop d'aléas notamment climatiques qui s'ingèrent dans la situation. Donc c'est vrai, c'est peut-être au regard de tout cela que les banques aussi ont des taux assez élevés, mais on peut travailler à ce que par exemple que vais-je dire, la production de l'agriculteur puisse être mise en gage par exemple, pourquoi pas, ça peut se faire. C'est vrai que c'est pas une garantie à 100%, mais déjà on peut peut-être se baser sur des modèles voilà, qui pourront peut-être permettre à cette grande partie de la population de pouvoir bénéficier de
ces prêts-là qui par suite vont leur permettre, parce que l'avantage de ces prêts c'est quoi? C'est-à-dire au final c'est de moderniser cette agriculture-là, lui permettre d'avoir un bon rendement et donc il faut forcément des moyens. Donc si on trouve ce modèle-là, notamment en mettant par exemple en gage cette production agricole-là, on pourrait pourquoi pas peut-être voir à la baisse ce taux d'intérêt-là. David Nana, vous avez aussi deux brèves que vous avez retenues pour nous. Mais avant cela aussi, j'aimerais peut-être revenir aussi sur la situation. Une autre contrainte qui est une réalité aussi pour notre pays, Geoffroy, c'est la question du foncier. Évidemment, et ça a été abordé d'ailleurs. Oui, on est dans un pays où on nous fait comprendre, c'est pas qu'on nous fait comprendre, toutes les études le prouvent, l'agriculture est une véritable richesse pour nous. Mais à côté de cela, on a travaillé à faire la promotion du bâtiment. Tout le monde, finalement, on demande à cette jeunesse de repartir vers l'agriculture, mais ceux qui détiennent les terres, eux, au contraire, veulent venir vers la ville, c'est-à-dire ils proposent de vendre leur terrain pour de l'immobilier, ils vendent ça à des propriétaires immobiliers. Et ça, c'est véritablement un problème qu'on doit tout de suite prendre en compte, parce que si on y prend garde, dans le futur, on aura cette agriculture-là, mais on n'aura pas de terre pour cultiver. Voilà. Je disais, vous avez deux brèves. La première, c'est la dette écologique, avec la question du financement, notamment de certains pays africains, avant de parler du Nigeria. On a parlé de l'agriculture tout à l'heure. Vous avez vu que j'ai beaucoup aimé l'accroche de ce reportage-là qui dit, en plus des situations climatiques, il y a la situation sanitaire et sécuritaire. Et justement, parlant de la situation climatique que connaît le monde entier, vous savez que la lutte contre le réchauffement climatique n'était pas la chose la mieux partagée par le gouvernement de Donald Trump, mais avec l'arrivée de Joe Biden à la tête de la Maison Blanche, les États-Unis renouent, n'est-ce pas, de façon internationale vis-à-vis de cette lutte pour le réchauffement climatique-là. Donc, dans ce sens-là, le président Joe Biden a convié 40 leaders à un sommet qu'ils ont appelé le sommet des leaders sur le climat. Et parmi ces 40 leaders, on a des présidents africains, on a par exemple le président sud-africain, on a le président congolais, on a le président kenyan, on a le président nigérian, et puis on a le président gabonais. Et c'est justement l'intervention de ce dernier qui a retenu notre attention lorsque nous préparions cette brève, parce qu'il dit qu'il est important que l'on puisse payer cette dette sur le climat vis-à-vis des pays africains. Vous savez, il y a le principe de l'OCDE, l'Organisation de la coopération du développement économique, qui dit que ce principe du pollueur-payeur, qui dit que quand vous polluez, il faut avoir aussi l'amabilité de pouvoir payer à celui qui ne pollue pas. Un genre de malus. Voilà. Et justement, dans ce qu'il reprend, je reprends ces mots, le président gabonais dit que, par exemple, la forêt du bassin du Congo, à lui seul, permet d'engloutir 1 milliard de CO2 dégagés par les productions industrielles, donc par les grands pays, les pays du Nord. Donc il est important que ces pays du Nord puissent financer ces pays du Sud, qui eux, du reste, ne polluent pas beaucoup, et qui puissent également, dans ce élan-là, travailler à ce qu'on puisse préserver l'environnement. Donc il demande, il fait un plaidoyer au cours de ce sommet-là, qui s'est tenu par visioconférence, donc que ces pays du Sud, du Nord, puissent jeter un regard et puissent payer ce financement-là à ces pays en voie de développement. On espère que cela trouvera oreille favorable. Deuxième élément, c'est le Nigeria. Oui, une autre information qui retient aussi notre attention, c'est au Nigeria, cette fois-ci, suite à une interview qui a été accordée à un de nos confrères nigérians, Naira Time, pour ne pas le citer, il ressort que 23 compagnies aériennes en gestation sont sur la table des études de l'agence, je reprends pour vous, l'autorité nigériane de l'aviation civile. Voilà. Ce qui retient notre attention, c'est la façon dont ce pays se développe. Nous, je prends le cas des petits pays comme les nôtres, quelques compagnies aériennes, pas des compagnies locaux. Il faut rappeler que les compagnies qui existent déjà au Nigeria, il y en a 11. Oui, 11 compagnies domestiques. 11 compagnies domestiques. Et en plus de ces 11 compagnies domestiques, on vous dit qu'il y a 23 compagnies qui sont en projet de pouvoir venir s'installer. Donc on va atteindre une trentaine de compagnies sur le territoire nigérien de l'aviation civile. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Même si le débat fait état du fait que certains estiment qu'il vaut mieux peut-être rendre plus dynamique ces 11-là en leur attribuant
dans des avions un peu plus grands et puis un peu plus commodes, travailler à améliorer que d'en rajouter. Nous retenons ici que c'est vraiment salutaire, ça veut dire que c'est un pays qui bouge et c'est des exemples locaux sur lesquels on peut s'appuyer, on peut s'inspirer pour également travailler aussi au développement des pays comme les nôtres. Merci bien David Nana. On va quitter la page économie pour une autre page et puis on va dire aussi que le sujet qu'on va aborder c'est pas trop loin puisqu'on va parler toujours espèces sonnantes et trébuchantes, on va parler argent mais c'est dans le domaine de la culture. Nous l'annoncions au titre, le bureau burkinabé du droit d'auteur sensibilise les utilisateurs d'œuvres dans leurs espaces de travail. Un atelier, on se rappelle, avait été initié le 8 avril dernier au profit des promoteurs de cliniques et de cabinets médicaux. Ils doivent payer la redevance donc de droit d'auteur. Nous revenons d'ailleurs sur cet atelier avec Mamie Triana Kamambou avant d'échanger notamment avec le BBDA sur cette question. Conformément à la loi 048 du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique, le BBDA a l'obligation d'assurer la mission de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. Et c'est pour accomplir sa mission que cette rencontre avec l'association de promoteurs de cliniques et cabinets médicaux a été organisée. Après 2 heures de discussion houleuse, les deux parties prenantes se sont accordées sur l'importance de la redevance du droit d'auteur. Ce qui sous-entend que naturellement, nous devons définir les modalités de la mise en œuvre. Et je pense que le président d'honneur de la fêtière des cliniques étant un membre du BBDA, je ne vois pas pourquoi cette fêtière ne s'acquitterait pas de la redevance des droits d'auteur. Cet atelier de sensibilisation a permis aux membres de cette association de mieux comprendre le droit d'auteur, la mission du BBDA et surtout le bien fondé du paiement de la redevance du droit d'auteur. Tout en étant surpris de cette loi, les promoteurs de cliniques et cabinets médicaux promettent d'étudier la question. Nous avons initié une réflexion. Nous allons la poursuivre. Ce n'est pas une course de vitesse. L'essentiel, c'est d'y arriver avec l'ensemble des acteurs. Nous regardons la particularité, la spécificité de notre secteur. Nous verrons ce qui est adaptable en impliquant nos membres. Nous ne sommes qu'une délégation ici. Comme il y avait une délégation des artistes, c'est avec l'ensemble de ces acteurs que nous verrons qu'est-ce qui est faisable. Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 3 ans? C'est dans 10 ans? Ce n'est pas forcément le délai là qui importe, mais comment on arrive ensemble à mettre toutes nos initiatives en commun pour pouvoir permettre que dans ce pays-là, tous les secteurs avec leurs particularités, nous puissions travailler à assurer un développement harmonieux de notre pays sur tous les plans. Cette activité qui a connu la participation de 11 médecins vise à accroître le volume de recettes du BBDA au profit des créateurs. 4 000 francs CFA par an, c'est la somme exigée par le bureau burkinabé du droit d'auteur comme redevance aux promoteurs de cliniques et de cabinets médicaux. Les questions donc de redevance du droit d'auteur et nous avons décidé de l'aborder et en titre nous l'annoncions. Elle est avec nous d'ailleurs, Célestine Traoré-Nessou, c'est la directrice du réseau clientèle du bureau burkinabé de droit d'auteur. Bonsoir madame et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir parce qu'il y a beaucoup de questions que le reportage lui-même suscite. Et puis avec la campagne dans laquelle vous êtes, il y en a qui se demandent est-ce qu'on ne veut pas venir toquer à notre porte un matin pour nous dire de payer. Et c'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui. Mais on va déjà commencer pour être pédagogique, à comprendre ce que sont les missions déjà du BBDA. Merci. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir chers auditeurs. Merci à True TV qui offre une fois de plus son plateau au bureau burkinabé du droit d'auteur pour parler de ses missions. Alors le bureau du burkinabé du droit d'auteur existe depuis 1985 et a pour mission principale la gestion collective des droits d'auteur. Il faut entendre par gestion collective l'enregistrement des créateurs d'œuvres littéraires et artistiques que sont les musiciens, les cinéastes, les plasticiens, les dessinateurs, voilà, les conteurs, voilà, tout ce beau monde que vous connaissez. Donc la première étape, c'est d'enregistrer les créateurs qui veulent bien lui confier la gestion de leurs droits. La seconde étape, c'est d'autoriser l'exploitation des œuvres de toutes ces personnes qui sont venues s'affilier, se faire enregistrer. Ensuite,
collecter les redevances de droits d'auteur, voilà. Et la question viendra avec les cliniques, voilà. Donc collecter la redevance de droits d'auteur auprès de toutes ces personnes qui exploitent les œuvres de l'esprit et enfin repartir ces droits-là à ses membres. Donc voilà la mission du bureau burkinabé du droit d'auteur. Je disais, on va être pédagogique parce que pour en arriver à savoir pourquoi est-ce qu'il faut payer et qui doit payer, il faut bien comprendre comment ça fonctionne derrière. Une question? Oui, moi c'est bon, pour rester justement dans la pédagogie, je voudrais bien savoir si on peut revenir en quelques mots, si c'est que quelle définition on pourrait donner au droit d'auteur. Alors le droit d'auteur est un ensemble d'attributs reconnus aux créateurs d'une œuvre de l'esprit. Si nous prenons un conteur, la loi 048 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina reconnaît à ce conteur-là le droit de la paternité de ses œuvres. Donc lorsque vous devez exploiter son œuvre, vous devez l'afficher quelque part, vous êtes interpellé à mentionner son nom. Ça, c'est le premier droit qu'on lui reconnaît. Le second droit, lorsque vous devez exploiter cette œuvre, l'œuvre de ce conteur-là, vous devez demander son autorisation. Parce que, de par la loi, il a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre. Donc voilà un peu ramasser ce que c'est que le droit d'auteur. D'accord. Fini la question des définitions. Je pense qu'on comprend un peu mieux les choses. On revient sur le nœud, on va dire, du problème pour certains. Le BBDA qui commence à rencontrer plusieurs acteurs. Je me rappelle, je pense qu'en 2020, vous avez une séance de travail, notamment avec les transporteurs. Plus récemment, comme on le partageait tout à l'heure, le 8 avril, c'était avec les promoteurs de cliniques et donc de cabinets médicaux. Vous leur dites, ils doivent payer la redevance donc des droits d'auteur. Mais il y a une question. Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? Je l'ai dit tantôt, le bureau burkinabé existe depuis 1985. Mais on s'est rendu compte que nos missions ne sont pas bien connues du grand public et même de ceux qui payent déjà les redevances de droits d'auteur. Alors donc, depuis quelques années, le bureau burkinabé a institué des cadres de rencontres. Donc l'année dernière, comme vous l'avez si bien dit, nous avons rencontré les transporteurs, la fêtière des transporteurs, la fêtière même des bars, restaurants et autres, pour revenir sur nos missions et leur faire comprendre pourquoi est-ce que leur activité qui emploie le répertoire du BBDA doit payer une redevance de droit d'auteur. Et c'est la même action que nous avons menée avec l'association des cliniques, polycliniques et cabinets du Burkina Faso. Donc, nous avons commencé à sensibiliser ces établissements sanitaires. Certains ont commencé à payer, mais nous avons voulu rencontrer leur association pour s'asseoir et revenir sur cette redevance, faire comprendre qu'il y a une loi qui organise la gestion et qui donne droit aux créateurs d'œuvres littéraires et artistiques. Donc c'est de revenir sur cette loi qui existe et qui dit toute personne qui exploite une œuvre protégée doit obtenir une autorisation préalable. L'autorisation est préalable avant d'exploiter l'œuvre. Donc, c'est pas quand on finit d'exploiter qu'il faut payer. Si vous prenez l'exemple concret, c'est lorsque vous devez inviter un artiste pour un concert, on va de ce pas. Vous allez lui payer son cachet. Il faut que vous payiez le cachet avant qu'il ne vienne pour le concert. On est d'accord pour ça? On est d'accord. Et même que lorsque ceux qui veulent voir l'artiste prester, ils payent un droit d'entrée avant de rentrer. Donc c'est la même chose. Lorsque vous voulez diffuser une œuvre, que l'artiste soit présent ou pas, il faut que vous payiez le cachet avant. Voilà le principe. On est de plein pied dans notre sujet. David, je vais poser une autre question et puis on verra un peu. Expliquez-nous, oui. Parce qu'on veut bien comprendre. Oui. Je suis promoteur d'une clinique, oui, ou d'un centre médical. Oui. Ma mission première, c'est soigner. Exactement. Mon activité première, c'est soigner. Exactement. Et pour les quelques visiteurs que j'ai un écran de télé que je mets, ou bien il y a une petite musique que je distille, c'est juste pour les faire patienter. Vous dites, je dois payer. Oui.
Alors, généralement, c'est vrai, c'est ce que nous voyons. C'est une musique qui est diffusée, c'est une télé qui est là. Mais en dehors de cela, il peut y avoir d'autres formes d'exploitation. Il peut y avoir des photocopies de documents, de croquis protégés ou d'articles scientifiques pour même soigner. Voilà. Il peut arriver que des médecins se partagent des articles sur une maladie tirés d'une revue qui est protégée par le droit d'auteur. Donc, ce n'est pas que la musique. Alors, avec ces cliniques, nous sommes revenus pour dire que les œuvres de l'esprit ont une part dans leur activité et que la loi a trouvé qu'il faut payer une redevance de droit d'auteur. En Afrique, cela n'est pas développé, mais lorsque vous allez en Europe, il y a même des musiques dédiées à la thérapie. Nous n'en sommes pas encore là. Mais nous pensons que ce que nous demandons, ce n'est pas une redevance que ces cliniques ne peuvent pas payer, mais qu'elles comprennent que dans leur activité, il leur arrive d'utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et comme je viens de le dire, cette utilisation doit être précédée d'une autorisation et d'une redevance qu'il faut payer. Oui, allez, David. D'accord, c'est assez intéressant. Je comprends davantage lorsque vous disiez qu'il y a des articles, par exemple, qu'on peut expliquer, mais j'aimerais revenir sur ce qui intéresse sans doute le commun des mortels, c'est-à-dire l'utilisation de la musique, par exemple. Quand on sait que les cliniques fonctionnent aussi un peu comme des entreprises, je veux dire, en leur imposant une redevance, est-ce qu'ils ne vont pas travailler à minimiser le coût de production? Donc, désormais, on va arrêter de diffuser de la musique et de la télévision dans les cliniques, ce qui, socialement aussi, peut aussi être parfois un frein pour les patients. Non, est-ce que c'est une imposition? C'est pas une imposition, je l'ai dit, c'est une loi qui existe, c'est juste des rappels. Et aussi, un rappel pour dire que quand on est malade et qu'on arrive dans une clinique où il y a tout le nécessaire, nous avons une musique, une bonne musique, il arrive que on ne se sente pas dans un lieu, dans un établissement sanitaire. Voilà. Pour dire que les œuvres contribuent à faire accepter le mal ou à faire accepter facilement les soins par les malades. Voilà ce que nous voulons dire. Et puisque les cliniques reconnaissent que dans leur charge, le mieux-être du patient est une priorité. Et nous constatons que dans tout ce qui, dans les éléments qui concourent à ce que le patient soit bien dans sa peau, il y a l'intervention des œuvres littéraires et artistiques. Voilà pourquoi la loi a prévu une petite rémunération, voilà, pour que ces personnes-là aussi puissent s'en sortir. Justement, vous nous disiez à un moment donné que certaines cliniques payaient déjà. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment c'est calculé cette redevance? C'est que ça coûte combien? Vous avez dit que ce n'est pas hors de prix. On veut comprendre. Alors, la redevance de droit d'auteur, de façon générale, est organisée par zone. Nous avons la première zone qui est Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et pour ces cliniques qui disposent de matériel qui permet d'exploiter les œuvres, quand on prend la télé, c'est 4 000 francs la chambre. C'est 4 000 francs que nous prenons par chambre et par an. Par chambre et par chambre. Et par an. D'accord. Voilà. Et pour les cliniques de la deuxième zone, donc les villes moyennes, c'est 3 000 francs. Et les autres, 2 000 francs. D'accord. Voilà la tarification. On comprend un peu mieux cela. Maintenant, tout à l'heure, dans l'élément que nous regardions, on a écouté certains acteurs qui disent il faudrait qu'on s'asseye d'abord et qu'on discute comment est-ce qu'on va mener tout ça. C'est comme si, pour eux, dans leur entendement, il n'y a pas encore des textes qui encadrent et qu'ils sont surpris même d'ailleurs que vous veniez les voir pour leur dire qu'ils doivent payer pour ces choses. Est-ce que ça sera facile? Est-ce que vous sentez qu'ils adhèrent? Bon,
C'était l'objet de la rencontre, qu'on puisse partager avec l'association l'existence de la loi 048 et des textes d'application et la redevance que les cliniques doivent payer. Le BBDA n'est pas fermé, donc c'est ce que nous leur avons dit. C'est une rencontre d'information, de sensibilisation, et ils ont promis aller vers leurs membres et nous revenir, voilà, avec ce qu'ils vont arrêter de commun encore. David? Alors, moi, tout de suite, si vous le permettez, c'est vrai, on parle de cliniques, mais en même temps, à côté des cliniques, on a des structures aussi, on a des établissements qui sont publics, qui fournissent aussi le même service que les cliniques. Je veux parler des hôpitaux, je veux parler de Yalgado, par exemple. Est-ce que ces redevances aussi seront imposées à ces structures publiques-là? Alors, la rencontre vise les établissements sanitaires. Donc, nous avons commencé avec les cliniques et dans quelques jours, ça sera avec les pharmacies. Donc, c'est une démarche de mieux faire comprendre nos textes et nos tarifs que nous avons entamés. Donc, c'est pas la seule association qui sera rencontrée par le bureau burkinabé du droit d'auteur. Donc, en clair, public comme privé, on est tous concernés. Public comme privé, vous êtes tous concernés. Ça devient très intéressant ce qu'on est en train de... Ça veut dire que, j'imagine, ceux qui nous écoutent, ils sont tellement nombreux parce que True TV est très suivi. Et le monsieur, il a son petit kiosque, il a sa petite télé, il fait son spaghetti, et puis on suit, où on regarde quelques éléments en attendant de pouvoir manger. Vous allez passer aussi leur dire qu'ils doivent payer. Mais il faut qu'ils payent. Comme nous sommes allés sur un exemple que je vous ai donné. Lorsque vous devez écouter Floby, vous allez lui payer son cachet pour qu'il se déplace. Si c'est son CD que vous devez écouter, vous allez acheter le CD. Mais nous avons affaire à des établissements qui payent ces supports, mais qui ne sont pas seuls, qui partagent avec d'autres personnes. Le kiosque qui est là, qui a une télévision, qui va capter les programmes de True TV. C'est un relais. True TV paye déjà. True TV a son auditoire, mais le kiosque aussi a son auditoire. Donc, tous ceux qui vont venir regarder la télé, regarder les films, les clips, les contes et autres qui vont passer, il va falloir que le kiosque paye aussi une petite redevance. Vous avez rencontré les transporteurs, c'est depuis l'année passée. Oui. Est-ce que les concernant, il y a eu des avancées? Alors, les transporteurs, tout comme les cliniques, certains payent déjà les redevances de droit d'auteur. Et la rencontre vise à les mettre en association pour que nous travaillons en tandem. Lorsque nous avons affaire à des partenaires qui sont associés, c'est plus facile. S'il y a des rencontres ou des difficultés, on peut s'accorder pour voir comment régler. Donc, sur la question, oui, les transporteurs payent, mais pas tous. L'idée, c'est d'avoir tous les transporteurs qui payent les redevances de droit d'auteur, tout comme toutes les cliniques qui payent les redevances de droit d'auteur. David? Finalement, tous les secteurs seront impactés. J'imagine aussi que toutes les sociétés qui font usage de la télévision ou de la radio pour la diffusion de la musique, ça va de soi, j'imagine bien. Oui, toutes les entreprises, même les administrations, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que dans les administrations, il y a beaucoup de reproduction d'œuvres protégées. Alors, cette année, nous avons également entamé un autre combat, c'est avec les établissements d'enseignement privé. Voilà, parce qu'à leur niveau, c'est beaucoup de photocopies d'œuvres protégées qui sont faites. Donc, il y a eu une rencontre aussi l'année dernière avec leurs fêtières et nous comptons cette année aussi, voilà, les amener à payer la redevance de droit d'auteur pour que les écrivains que nous aimons bien, voilà, les chercheurs que nous aimons bien, dont les articles sont photocopiés et partagés aux étudiants, que ces personnes-là puissent aussi bénéficier d'une rémunération conséquente. C'est-à-dire qu'une photocopieuse, oui, une redevance. Une redevance de droit d'auteur, parce que lorsque vous avez une photocopie dans un télécentre, il se peut que vous photocopiez une œuvre protégée, des comptes, voilà, ou des résultats de recherche pour les étudiants, etc. Voilà.
peut-être... Moi, la question, c'est peut-être... c'est vrai, la sensibilisation, c'est ce qui est recommandé. C'est d'ailleurs c'est le bon chemin. Mais il arrive aussi que l'un dans l'autre, il y a toujours des récalcitrants. On peut observer avec certains établissements comme les bars, les maquis, que lorsque ces personnes ne s'acquittent pas de ces redevances-là, vous avez des mesures coercitives pour peut-être prendre le matériel, tout et tout. Je veux dire, est-ce qu'au niveau de ces cliniques, de ces sociétés dont nous avons fait cas, s'il y a une certaine résistance, est-ce que le BBDA va faire usage des mesures coercitives? C'est vrai qu'il existe ces mesures, mais le BBDA est dans une autre démarche. Après ces 30 années d'existence, c'est de collaborer avec ses partenaires. Donc ces personnes sont invitées à faire remonter les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur activité, et des solutions peuvent être trouvées. Lorsque un utilisateur est en arrêt d'activité sur une période, il se peut aussi qu'on tienne compte de ce temps d'arrêt-là pour la redevance de droit d'auteur que cet utilisateur doit payer. Donc on est dans cette démarche-là, le paiement d'une redevance de droit d'auteur plaisant et la répression le moins possible. Vous faites bien de le dire, parce que dans la rencontre que vous avez eue avec les transporteurs, je me rappelle l'année passée, ils disaient eux-mêmes qu'avec la maladie à coronavirus, ça devient difficile, donc tenez compte de ces choses-là. Dernière question que moi j'aurais dans cet échange-là, parce que c'est très intéressant, et je pourrais qu'on vous ait encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans ces mesures-là, parce qu'on se rend compte que tout le monde sera impacté d'une façon ou d'une autre. La dernière question, est-ce que ceux qui sont vos sociétaires, ils sentent l'impact? Ou bien ça ne vient que de commencer? Non, naturellement, lorsque l'assiette est élargie et que le bureau burkinabé du droit d'auteur arrive à collecter massivement, les sociétaires ressentent cela lorsqu'ils viennent pour percevoir leurs droits. D'accord. Donc, c'est pour dire que si nous arrivons à avoir un maximum de cliniques qui payent les redevances de droit d'auteur, ça fera élargir l'assiette et les bénéficiaires vont ressentir cela. D'accord, merci bien Madame Célestine Traoré Nessou. Je rappelle que vous êtes la directrice du réseau clientèle au bureau burkinabé de droit d'auteur, que nous avez éclairé. Merci d'être passé. Merci à Tui TV. Bonne soirée à vous. Merci. Merci aussi à David Nana d'être passé pour ces bases-là. Mais ce n'est pas terminé pour le JDS. On va continuer ce journal du dimanche au soir avec d'autres rubriques. Celle société à présent. Et dans la partie société, l'on le sait, plusieurs étudiants burkinabés aujourd'hui, en plus de leurs études, se lancent dans d'autres activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Nous sommes allés à la rencontre d'un étudiant en 4e année de médecine. Il est à la tête d'une petite entreprise de fabrication, réparation et vente de chaussures. Et elle est dénommée AXI, Achille Kaboré Cordonnerie Internationale. On y va donc à la découverte de cette entreprise et de cet entrepreneur avec Sanata Serré. Avec ses bouts de tissu, Achille Kaboré va fabriquer une paire de chaussures comme celle-ci. En plus des études en médecine, ce jeune a décidé d'ajouter d'autres cordes à son arc. La réparation, fabrication et vente des chaussures made in Burkina. J'essaie de coordonner en fonction de mon temps pour travailler à ce que au niveau de la médecine ça aille, parce que c'est à travers la bourse nationale que je suis bénéficiaire que j'ai mes fonds pour financer mon entreprise. Ce métier, il l'exerce depuis 2008. Achille Kaboré est surtout spécialisé dans la confection des chaussures en cuir, en jean, en sky et en façon d'enfanie. Donc il y a tout modèle de chaussures, que ce soit les chaussures fermées, que ce soit les chaussures babouches, que ce soit les chaussures claquettes, que ce soit aussi les chaussures nu-pieds. Donc nous utilisons toutes sortes de matériel dans la confection des chaussures. Selon notre jeune entrepreneur, le marché local est inondé de produits importés. Difficile donc selon lui d'imposer sa marque. Les clients de Achille, eux, ne doutent pas de la qualité de son travail. D'office, toute personne qui voit ça devrait être dans l'appréciation positive, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui
d'être à la fois étudiant et d'entreprendre. C'est du local. Donc on peut déjà apprécier le fait que y ait ce truc local. C'est les modèles qui varient. Bon, tu es dans l'embarras du choix. J'ai eu quand même du temps à choisir ce que je veux. C'est un étudiant et il a eu l'intelligence de se lancer dans ce domaine pour aider les autres jeunes. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Moi, je suis revendeur, je prends des modèles venus lui donner et il essaie de reproduire la même chose. Et les gens apprécient beaucoup. Achille a pu se faire une place au soleil dans le domaine de la cordonnerie. Il est devenu aujourd'hui son propre patron grâce à sa petite entreprise dénommée Akassi, Achille Kabouré Cordonnerie Internationale. Son objectif, créer des emplois et promouvoir le Made in Burkina. Il a su transmettre son savoir-faire et sa passion à plus de 5 jeunes qui l'emploient au sein de son entreprise. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Il est venu me proposer que lui veut former une entreprise, donc de venir l'aider en tant que secrétaire. Mais tout ce qu'on fait ici, j'ai appris un peu avec lui. Donc je fais tout. Je fabrique les chaussures, je répare les chaussures, même les sacs je répare. Des fois j'amène, les gens me donnent des chaussures à habiller pour eux. Je fais tout ça. Ça c'est pour mettre la Bible. C'est les gens du Juvenal Garçon qui ont envoyé ça. Ils ont amené une copie et puis nous ont montré seulement. C'est le frère qui m'a montré comment on fait, donc j'ai pu faire. C'est à travers les réseaux sociaux que j'ai vu le travail, publication, donc j'ai décidé d'accepter, de dire que moi j'ai besoin de ce travail. Donc on m'a montré comment est le travail, donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, j'accepte de venir. Donc je suis venu vraiment. J'apprécie beaucoup ce que je fais. Le prix des chaussures de Akassi varie entre 1 000 francs et 15 000 francs CFA selon la matière utilisée. Achille ambitionne chausser les Burkinabés et installer son entreprise un peu partout au Burkina Faso. Un beau zoom donc que nous proposait Sanata Seri. La dernière rubrique de ce JDS, c'est celle sport. Et nous le disions en titre, c'est avec Claude Romba que nous allons parler sport dans ce journal du dimanche au soir. 2 sujets, la Super League, on va du projet Morné comme disent certains. On va y revenir, mais on va commencer par notre championnat national puisque le JDS dernier, il est un point que nous voulions aborder. Quelques décisions qui font des gorges chaudes concernant les relégations et donc de nouvelles mesures, D2 à D3, on prend maintenant 2 équipes. Expliquez-nous un peu, Claude Romba. Bon, bonsoir Geoffroy, bonsoir donc aux téléspectateurs. Il faut dire que ce sont des... Bon, le règlement a changé. On a un peu modifié le règlement du championnat. D'accord. Ça fait des gorges chaudes, ça fait des graissements des dents, alors qu'au demeurant, ça n'aurait pas dû être. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'abord une entente. Okay. Ça, il faut le dire, il y avait une réunion au préalable. On se rappelle que le début d'année a été, le début de saison a été vraiment houleux, avec donc cette question des équipes qui avaient décidé de boycotter la première journée du championnat. Du coup, le président de la fédération est rentré dans une vaste concertation avec tous les acteurs donc du football, que ce soit les D1, les D2, les D3. Il y avait des questions qui, en tout cas, des points du règlement qui étaient querellés. Et donc, ensemble, ils ont décidé que, bon, par exemple, les réserves qui coûtaient 50 000 francs au départ, ça va revenir à 25 000 francs. Et quand on s'est rendu compte qu'avec la D2, il y avait véritablement un problème parce qu'il n'y avait pas d'équipe, il y avait une seule équipe qui descendait par poule en D3. Du coup, comme il y a 4 équipes qui descendent de la D2, la D1 à la D2, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de promotion au niveau de la D3. Donc, personne ne devait monter. Donc, si on restait en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équipe qui pouvait monter partie de la D3 pour accéder à la D2. Alors que non, c'est pas normal. Voilà, il faut forcément faire la promotion. Donc,
des équipes de D3 qui vont monter en D2, c'est une promotion, et puis, etc. Je pense que c'est la chose comme ça. Et donc, quand on s'est vite rendu compte de ce que cela n'était pas le cas, donc il fallait revoir. Et tous les acteurs étaient d'accord qu'on puisse revoir et qu'on puisse aussi faire la promotion. Donc, du coup, au lieu que ce soit une équipe par poule de D2 qui descendent en D3, ce sera 2 équipes par poule. Et je pense qu'avant le début de la saison, si la Ligue de football professionnel en tout cas se faisait l'effort dans les classements de griser les 2 dernières places pour montrer que effectivement ces deux dernières places là allaient descendre en D3 et que en attendant que le comité d'urgence se réunisse pour donc entériner cela et donc permettre donc de changer le règlement. Mais du coup, quitus avait été déjà donné à la Ligue d'appliquer cela. Donc les clubs eux-mêmes, quand ils posaient les réserves, ils payaient 25 000 francs au lieu de 50 000 francs. Donc pour nous aujourd'hui, en tout cas moi j'estime que la polémique ne devait pas avoir lieu parce que bon, tout le monde était d'accord là-dessus avant. Maintenant, le comité d'urgence s'est réuni peut-être un peu tardivement, c'est vrai, pour donc rappeler un peu donc ce qui avait été retenu par tout le monde. Et ce comité d'urgence, il faut le dire, ce comité d'urgence aussi, dans sa composition, comprend également les représentants des équipes. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, on crie... a priori, il n'y a pas de problème, mais il y a un adage cher aux footballeurs ou au sport de façon générale. On ne change pas les règles du jeu pendant le match. Tout à fait, mais je pense que là, il y a eu d'abord une concertation et qu'on était déjà tous d'accord là-dessus. Il y a un préalable. S'il n'y avait pas de préalable d'accord, c'est dire que dès lors que vous et moi, on convient, même vous voyez les matchs amicaux, il y a les règlements, mais on se dit, bon, comme il y a ce match amical là, pour ce match amical, nous on veut tester nos joueurs, nous allons aller à 5 changements ou à 6 changements. Oui, on peut changer toute l'équipe, ça dépend. Dès lors que vous établissez cette entente-là, ben, il n'y a plus de problème. Voilà, je pense que c'est juste cela. Et que, bon, on entend les gens crier, mais ils sont bien contents de payer les 25 000 francs au lieu de payer 50 000 francs. Donc il faut pas aussi, voilà. Il faut être fair play, il faut accepter. Voilà, on savait cela avant de commencer. Parce qu'on savait qu'il y avait les discussions et que ça devait, c'était juste une question pour entériner. Voilà, donc il n'y avait plus de problème. Maintenant, quand on dit évidemment non, c'est pas normal, c'est comme si ça vous tombait là-dessus, comme si vous n'étiez pas au courant. Non, je pense aussi qu'il faut dire la vérité aux gens et que voilà, on était tous d'accord pour ça. Maintenant, si j'ai joué et que je vais peut-être hériter de la dernière place et que des 2 dernières places, l'une des 2 dernières places pour pouvoir pour descendre en 3e division, j'accepte cela. C'est ça aussi le sport. Le sport aussi, c'est d'être fair play, c'est d'accepter aussi les résultats. Et puis bon, se préparer, accepter qu'on n'a pas peut-être le niveau cette année et que bon, l'année prochaine, on va se battre avec la D3 pour monter, c'est tout. Un autre sujet bien bouillant parce que ça a marqué quand même le football, on va dire comme ça, européen, mais on l'a bien suivi, hein, nous qui regardons aussi souvent comment ça se passe parce qu'il s'agit des grands clubs que nous avons avec cette initiative-là, ce projet Super League. Aussitôt annoncé, on a eu des adhésions, plusieurs équipes, en tout cas les plus grandes que nous connaissons. Et puis après, c'est des défections. Et puis on voit que le projet il paraît morné, d'autant plus que bon, il y a eu tellement d'événements. Qu'est-ce qui s'est C'était un mauvais projet ou bien c'était aussi un genre de plan pour pouvoir, parce que la plupart de ces clubs aussi ont des problèmes d'argent? Non, je pense qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Hein. Voilà, je pense que c'est des clubs riches qui veulent toujours entretenir leur statut voilà, de club riche et puis bon, toujours engranger beaucoup d'argent. On est dans un monde capitaliste, c'est normal. Maintenant, ça fait graisser beaucoup de dents parce que évidemment, ces grands-là qui ont décidé donc d'aller dans cette Super League-là, ce serait donc une compétition qui serait organisée entre eux. Ils vont ouvrir pour prendre 5 équipes comme ça, pour pouvoir 5 invités, pour pouvoir donc constituer la Super League. Ça fait grincer les dents parce que évidemment, on estime que bon, on sort donc du carcan du football, on sort du carcan le football qui est pour tous. Tout le monde doit pouvoir jouer. Et pourquoi eux vont jouer entre eux riches? Et c'est sûr que ça va. Les sponsors vont venir là-bas, les stades seront vraiment pleins parce que les affiches seront vraiment alléchantes. Quand vous allez voir les affiches
affiches, ça va être toujours de grandes affiches, parce que ça va être des grands clubs qui se rencontrent. Et donc, du coup, les petits clubs se sentent un peu lésés. Et donc, ça va enlever un peu ce caractère-là pour montrer que le football doit se jouer avec tout. En fait, tout le monde peut jouer au foot. Et c'est un peu ça. Et je pense que d'ailleurs, ce qui a donné le coup de massue à ce projet-là, je dirais, ce sont les supporters en Angleterre. Oui, je pense que c'est vraiment eux c'est cette mobilisation-là qui a donc poussé les gens à la chose. Sinon moi, je ne crois pas que... Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation aussi de ces supporters-là? Non, pas forcément qu'il y ait une instrumentalisation, parce que les gens ont compris que bon, écoutez, si la Super League là va engranger beaucoup d'argent, donc tout le monde va se retourner vers cette Super League là, les autres compétitions vont perdre un peu de leur valeur. Ça, c'est un. Ensuite, moi je suis un petit club, est-ce que je pourrais donc arriver là-bas, parce que c'est fermé pour moi. Donc évidemment c'est un peu ça aussi, voilà. Et puis la sensation de pouvoir battre aussi un grand, si on enlève cela dans le football, ça perd un peu de ça, voilà. On voit les gens, non, moi je dis par exemple, je prends un exemple, on a vu l'UEFA qui s'est levé, la FIFA, tout ça, c'est bien beau tout ce qu'ils disent, mais quand vous regardez la répartition des places en Coupe du Monde, c'est comment? C'est les Européens. Vous avez un continent comme l'Afrique qui a 55 États, ou 56 maintenant. Maintenant, et on n'a que 5 places. Ça veut dire que c'est la même réalité. C'est ce football qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde. Voilà. Donc je pense que quelle est l'équité ici entre les pays africains et les pays européens? Mais justement, voilà. Donc je pense aussi que est-ce que avec ce sera ma dernière question d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un projet mort-né? Parce que quand on écoute, on nous dit encore que il se pourrait qu'on fasse quelques aménagements, ça a été mal pris au départ. C'est fini ou ça pourrait continuer, ça pourrait prospérer? Pour moi c'est le début. Je pense que ça va. Quoi qu'on dise, parce qu'on regarde même au niveau, donc même les juristes se demandent comment la FIFA et l'UEFA peuvent sanctionner ces clubs-là. Ça va être difficile, donc je parle les sanctions qu'ils ont brandies. C'est juste ça. Je pense que c'est plus les supporters donc, de l'Angleterre qui ont sauvé cela. Mais c'est pas encore fini. Vous avez Florentino Pérez, il n'a pas encore abandonné. Donc c'est dit que c'est un projet. C'est vrai que pour commencer tout de suite, ça allait être difficile, mais c'est en train de faire en fait, son petit bonhomme de chemin. Et on ne sera pas surpris que dans 5-6 ans, dans 5-10 ans, on puisse avoir cette Super Ligue-là. Maintenant, il faut se préparer. Et puis également, aussi, il faut montrer que en secouant un peu le cocotier comme ça, ces clubs riches-là aussi vont demander une certaine transparence dans la gestion donc, des fonds qui arrivent dans les caisses de l'UEFA ou de la FIFA. Parce que quand vous regardez, on dit l'UEFA, par exemple, travaille avec les fédérations, les clubs. Donc c'est difficile, ça veut dire que l'UEFA, en répartissant la manne financière, doit tenir compte aussi des fédérations. Alors que les clubs disent non, c'est nous qui jouons, c'est nous qui faisons l'entrée de l'argent. Mais paradoxalement, quand on regarde ce qui est reversé au club là et ce qui reste donc pour l'UEFA, pour les autres, ça devient insignifiant. Voilà, ça devient insignifiant. Donc, alors que c'est le club là qui donc offre ce spectacle là, et donc l'argent doit normalement, selon eux en tout cas, revenir à ces clubs là. Un projet donc on va suivre. On l'a vu, il a dit si ce projet n'a pas lieu, évidemment vous allez voir que le marché des transferts va pas être bouillant cette année. Parce qu'il y a Covid qui est passé par là. Et puis, où on en est avec le fair play financier? Le fair play financier, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'en veulent pas. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui sont voilà, on va observer ce que ce projet-là sera. Il y en a qui disent c'est morné, mais on regardera comment ça sera. Difficile, je pense que c'est pas morné. Je pense que c'est une révolution qui est en train de naître. Merci bien, Claude Romba. C'était tout pour la partie sport et puis aussi pour ce JDS, journal du dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouvera dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.